Les flûtes à champagne étaient déjà sur la table lorsque j'ai découvert le deuxième téléphone caché dans son tiroir à chaussettes. Ma fête pour mes 68 ans devait commencer dans 3 heures, mais au lieu de composer des fleurs, j'étais dans notre chambre, tenant la preuve d'un mensonge qui hantait notre foyer depuis Dieu sait combien de temps. L'ironie ne m'avait pas échappé. Après 42 ans de mariage, j'allais enfin avoir la surprise dont je n'avais jamais rêvé. Mais commençons 6 mois plus tôt, lorsque la première fissure est apparue dans ce que je croyais être un fondement indestructible. C'était un mardi matin de février, ce genre de journée grise parisienne où même les pigeons semblaient déprimés. Je préparais le café de Michel, 2 sucres, un filet de crème, exactement comme il le prenait depuis 4 décennies, lorsque son téléphone a vibré contre le comptoir de marbre. Le son était différent, plus urgent que ses notifications professionnelles habituelles. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le message en lui-même, mais la rapidité avec laquelle il a saisi l'appareil, ses doigts bougeant avec cette discrétion experte qui ne vient que de la répétition. « Mauvais numéro », dit-il sans me regarder dans les yeux. Je suis marié depuis assez longtemps pour savoir que lorsqu'un homme de 70 ans commence à cacher l'écran de son téléphone à sa femme, ce n'est jamais une question d'affaires. Mais je connaissais aussi suffisamment Michel pour comprendre que la confrontation ne ferait qu'enfoncer ce genre de choses plus profondément dans la clandestinité. J'ai donc fait ce que font les Françaises depuis des siècles, j'ai observé, j'ai attendu, et j'ai commencé à tout remarquer. Les changements étaient subtils au début, de ceux qui s'insinuent dans un mariage comme du lierre sur une vieille pierre. Michel, qui portait la même eau de Cologne depuis 20 ans, s'est soudain mis à expérimenter de nouvelles senteurs. Il prétendait que c'était un cadeau de son associé, mais en passant devant la parfumerie près de chez nous, j'ai reconnu le flacon en vitrine. Cher, séduisant, certainement pas un choix d'un autre homme. Puis il y avait les appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès que j'entrais dans la pièce, cet intérêt soudain pour les promenades nocturnes qui ne l'avait plus attiré depuis des décennies, et, plus révélateur encore, la façon dont il avait commencé à me regarder au-delà de moi pendant les conversations, comme si j'étais devenu un meuble dans ma propre maison. En avril, j'avais catalogué suffisamment de preuves pour engager des poursuites, même si je n'avais pas encore décidé de l'usage que j'allais faire de mes découvertes. Le tournant décisif est survenu un jeudi soir, lorsque Michel a annoncé qu'il retrouvait son ancien collègue Henri pour dîner. Je connaissais suffisamment Marie, la femme d'Henri, pour l'appeler au sujet d'un échange de recettes, et lorsqu'elle m'a dit qu'Henri était à la maison, enrhumé, ayant annulé toutes ses sorties cette semaine-là, j'ai enfin eu la confirmation de ce que je redoutais. La phase suivante de mon enquête a nécessité la patience que j'avais développée en élevant 3 enfants et en organisant 2 décennies de dîners pour les associés de Michel. J'ai commencé à prêter attention à des schémas récurrents. Quel soir il prétendait travailler tard, quel week-end nécessitait des déplacements imprévus pour inspecter des propriétés, quels après-midi il avait besoin de la voiture pour des courses qui prenaient 3 heures. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Le 3e mardi de mai, je l'ai suivi. Je comprends ce que cela peut paraître. Une femme de ma génération, suivant son mari dans les rues de Paris comme un personnage de roman policier. Mais le désespoir vous pousse à faire des choses que la dignité vous interdirait autrement. De l'autre côté de la rue, je l'ai observé rencontrer une femme à la terrasse d'un café du 16e arrondissement, et même à cette distance, je percevais l'intimité dans leur langage corporel. Elle était jeune, terriblement jeune, avec cette beauté naturelle que les Françaises dépensent des fortunes pour conserver après 40 ans. Mais ce n'est pas sa jeunesse qui m'a fait serrer le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. C'était la reconnaissance. C'était Sylvie, notre ancienne femme de ménage, celle qui avait fait le ménage chez nous, mangé à notre table et accepté ma gentillesse pendant près de 2 ans avant de partir subitement 6 mois plus tôt avec une histoire d'obligation familiale à Lyon. La trahison avait plusieurs facettes, comme un gâteau empoisonné. Ce n'était pas seulement que Michel avait une liaison, c'était qu'il avait choisi quelqu'un qui avait fréquenté nos espaces les plus intimes, quelqu'un qui m'avait vu en peignoir le samedi matin, quelqu'un qui savait exactement comment je prenais mon thé parce qu'elle me l'avait servi d'innombrables fois. Ce soir-là, Michel rentra chez lui avec cette satisfaction particulière qui naît d'une journée bien remplie, fredonnant en accrochant sa veste. Je servais le dîner comme je l'avais fait des milliers de soirs auparavant, mais quelque chose de fondamental avait changé dans la géographie de notre mariage. Je n'étais plus sa femme partageant un repas, j'étais une enquêtrice recueillant des renseignements.
Comment s'est passée votre réunion avec les investisseurs immobiliers? Demandai-je en découpant mon poulet avec une précision chirurgicale. Productif. Très productif. Ces nouveaux projets immobiliers en banlieue, Élise, vont révolutionner la perception de l'immobilier résidentiel. Le mensonge sortait de sa bouche avec une fluidité qui suggérait une longue pratique. J'ai hoché la tête et émis des sons d'intérêt appropriés tout en calculant combien d'autres mensonges avaient accompagné nos repas au cours des derniers mois. L'été m'a apporté de nouvelles révélations, toutes plus dévastatrices les unes que les autres. J'ai découvert que Michel avait prélevé de l'argent sur notre compte d'épargne commun, de petites sommes d'abord, puis des retraits de plus en plus importants, correspondant à ses rendez-vous d'affaires. Lorsque j'ai interrogé notre banquier à ce sujet, lors de ce que je prétendais être une visite de routine, le schéma est devenu clair. En 8 mois, près de 30 000 € avaient disparu de comptes que je croyais sûrs. Mais la trahison financière de Michel n'était qu'un début. Grâce à une observation attentive et à ce que j'admets être des écoutes téléphoniques éhontées, j'ai appris qu'il consultait un avocat au sujet de nos droits de propriété. Notre maison, celle que j'avais héritée de ma grand-mère, celle où nous avions élevé nos enfants et construit ce que je croyais être une vie, était apparemment en cours d'évaluation en vue de son partage potentiel dans le cadre d'un divorce que je n'avais jamais accepté ni même évoqué. La maison n'était pas seulement ma propriété. C'était le dernier cadeau de ma grand-mère Claudette, l'endroit où elle m'avait appris à faire une bonne bouillabaisse et m'avait expliqué que les Françaises survivaient à tout en étant plus intelligentes, et non plus bruyantes, que les hommes qui les sous-estiment. Michel connaissait cette histoire, les écoutait depuis des décennies, et pourtant, il envisageait apparemment de s'approprier la moitié de ce qui m'appartenait de droit et de légalité. Septembre apporta la révélation la plus bouleversante de toutes. Je déjeunais avec ma sœur Catherine lorsqu'elle évoqua avoir vu Michel à la clinique la semaine précédente. Elle supposait qu'il était là pour son contrôle habituel, mais quelque chose dans sa remarque désinvolte me perturba. Michel n'avait mentionné aucun rendez-vous médical, et notre médecin de famille travaillait dans une clinique à l'autre bout de la ville. 3 jours d'enquête minutieuse révélèrent la vérité. Michel avait accompagné Sylvie à un rendez-vous chez le gynécologue. Les implications me firent l'effet d'un choc. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une reconstruction complète de sa vie, incluant la possibilité de repartir à zéro avec une femme assez jeune pour être notre fille. Lorsque j'ai confronté Michel à cette découverte, sa réaction a été encore plus dévastatrice que son silence n'aurait pu l'être. « Elle est enceinte », a-t-il dit, avec un mélange de fierté et de défi qui m'a donné envie de hurler. « Ça change tout, Élise. Il faut qu'on parle de notre avenir. » Notre avenir. Après 42 ans de mariage, il discutait de « notre avenir » en termes de partage des biens et d'organisation des droits de visite. L'homme que j'aimais depuis mes 26 ans me parlait comme si j'étais une associée gênante dont le contrat était à renégocier. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, les yeux rivés au plafond de la chambre que nous partagions depuis des décennies, écoutant Michel dormir avec l'inconscience paisible de quelqu'un dont la conscience est tranquille. J'ai réalisé qu'à un moment donné, j'étais devenu invisible dans ma propre vie. La femme qui avait soutenu sa carrière, élevé ses enfants et entretenu ses relations sociales avait été si complètement effacée de son histoire qu'il pouvait planifier mon remplacement sans conflit émotionnel apparent. Mais si Michel pensait que je me fondrais discrètement dans son nouveau récit, il avait sérieusement sous-estimé la femme qu'il abandonnait. Le lendemain matin, j'ai passé 2 coups de fil qui allaient changer la donne. Le premier à ma nièce Claire, une avocate spécialisée en droit de la famille, spécialisée dans la protection du patrimoine des femmes lors des procédures de divorce. Le second à ma vieille amie Margot, détective privée, qui me devait de nombreuses faveurs depuis les années où j'avais aidé son fils à gérer ses troubles du comportement à l'école. « J'ai besoin de tout savoir », ai-je dit à Margot autour d'un café, dans un petit café où nous ne pouvions pas être entendus. Dossiers financiers, relevés téléphoniques, perquisitions immobilières, tout ce que Michel a fait depuis 1 an. Margot a scruté mon visage avec ce regard professionnel qui m'a fait comprendre pourquoi ses clients lui confiaient leurs secrets. « Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie, Élise ? Parfois, la vérité est plus dure à vivre que le soupçon. »« Je vis dans le mensonge depuis des mois, » ai-je répondu. « Je crois que je peux supporter la vérité. » Ce que Margot découvrit au cours des 3 semaines suivantes dressa le tableau d'une tromperie si systématique qu'elle frisait le crime.
Michel n'avait pas seulement eu une liaison, il avait méthodiquement planifié la dissolution de notre mariage tout en maintenant le statu quo. Il avait transféré de l'argent sur un compte séparé, consulté un avocat pour contester mon héritage et même commencé à chercher des appartements dans le 7e arrondissement que lui et Sylvie pouvaient se permettre avec sa retraite et ce qu'ils pourraient obtenir de notre divorce. Mais la découverte la plus intéressante était aussi la plus préjudiciable au plan soigneusement élaboré de Michel. Grâce au contact de Margot dans le milieu médical, nous avons appris que la déclaration de grossesse de Sylvie reposait sur des mensonges et des vœux pieux. Les dates ne correspondaient pas à l'emploi du temps de Michel, et plus important encore, l'homme responsable de son état était un homme d'affaires marié originaire de Lyon, la ville même où elle prétendait avoir des obligations familiales. Sylvie ne se contentait pas de jouer mon mari. Elle jouait plusieurs hommes simultanément, et le rôle de Michel dans ces manigances était apparemment plus financier que romantique. La jeune femme que j'avais plaint pour sa liaison avec un homme de 40 ans, son aîné, était en réalité une manipulatrice accomplie, spécialisée dans l'extorsion d'argent à des hommes plus âgés, vulnérables aux flatteries et à l'illusion d'une jeunesse retrouvée. Cette révélation a complètement changé ma stratégie. Au lieu de simplement me protéger en cas de divorce, j'avais maintenant l'occasion de dénoncer une fraude qui exposerait Michel et Sylvie à des conséquences bien plus graves que la simple gêne sociale. Claire, ma nièce avocate, était d'abord sceptique quant à l'approche plus agressive que j'envisageais. Tante Élise, nous pouvons protéger vos biens et vous garantir un règlement équitable sans que cela ne tourne au spectacle. Parfois, la dignité exige de faire preuve de plus de dignité. La dignité, ai-je répondu, c'est exactement ce pourquoi je me bats. Mais ma définition de la dignité inclut de veiller à ce que les maris infidèles et les maîtresses manipulatrices subissent les conséquences de leurs actes. Le plan qui a émergé au cours des semaines suivantes était à la fois élégant et d'une simplicité dévastatrice. Pendant que Michel poursuivait sa double vie, persuadé que je restais inconsciente de mes obligations domestiques et sociales, j'orchestrais en réalité le projet le plus complexe de ma vie d'adulte. D'abord, Claire m'a aidé à obtenir la protection juridique de mes biens hérités et à geler les comptes joints que Michel avait systématiquement vidés. Les formalités administratives furent déposées discrètement, avec des délais prévus pour éviter que Michel ne soit informé avant qu'il ne soit trop tard pour prendre des mesures. Deuxièmement, Margot me fournit des preuves écrites des transferts financiers de Michel, de ses rencontres avec des avocats, et plus grave encore, des enregistrements de conversations téléphoniques où lui et Sylvie discutaient de leur projet d'utiliser mon héritage pour financer leur nouvelle vie commune. Troisièmement, je commençais à planifier ce qui ressemblerait à une célébration de réconciliation, une fête pour renouveler nos vœux de mariage en l'honneur de notre 42e anniversaire, prévu le week-end suivant mon 68e anniversaire. Parmi les invités figuraient nos enfants, nos amis proches, notre famille élargie, sur invitation spéciale, Sylvie elle-même, qui serait présente en tant que associée de Michel pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement. Les semaines précédant la fête exigeaient des talents d'actrice que je ne me connaissais pas. Je devais conserver l'apparence d'une épouse dévouée préparant une fête romantique tout en coordonnant des manœuvres juridiques qui ruineraient les plans soigneusement élaborés de Michel. Chaque conversation avec lui ressemblait à une mise en scène, chaque repas partagé à une répétition du véritable drame qui allait se produire. Michel, et c'est tout à son honneur, semblait sincèrement touché par ce qu'il interprétait comme mes efforts pour raviver notre mariage. Il recommença à m'apporter des fleurs, à planifier de petits gestes romantiques, et suggéra même que nous partions pour une deuxième lune de miel en Italie au printemps suivant. L'ironie était exquise. En essayant de manipuler mes émotions, il avait accidentellement créé la couverture parfaite pour mes véritables activités. Le plus difficile fut de garder mon sang-froid lors des appels téléphoniques de plus en plus fréquents entre Michel et Sylvie. Grâce à l'assistance technique de Margot, je pouvais entendre les deux côtés des conversations qui révélaient toute l'ampleur de leur plan. Ils discutaient de tout, des meubles qu'ils garderaient de chez nous à la rapidité avec laquelle ils pourraient liquider la collection de bijoux de ma grand-mère. Écouter son mari planifier sa destruction émotionnelle et financière pendant qu'il est assis en face de vous au petit-déjeuner exige un niveau de maîtrise de soi que j'espère que la plupart des femmes n'auront jamais à développer. Mais chaque conversation dégradante, chaque dénigrement désinvolte de notre histoire commune, chaque calcul cru de ma valeur ne faisait que renforcer ma détermination. Ces actes n'étaient pas ceux de personnes qui méritaient clémence ou discrétion.
Ils étaient ceux de personnes qui devaient assumer publiquement les conséquences de choix délibérés. La fête était prévue un samedi soir de fin octobre, lorsque la lumière automnale de Paris a cette couleur dorée qui donne à tout un air de tableau. J'avais loué notre centre communautaire local, engagé un photographe pour immortaliser ce que tout le monde pensait être une cérémonie de renouveau romantique et organisé un service traiteur proposant tous les plats préférés de Michel. La liste des invités représentait 42 années de relations sociales partagées, des personnes qui avaient assisté au baptême de nos enfants, fêté des anniversaires et des fêtes chez nous, et qui nous considéraient comme un couple modèle dont le mariage avait survécu aux épreuves qui détruisent tant de relations. Ils sont arrivés ce soir-là en s'attendant à assister à la célébration d'un amour durable et non à une démonstration publique de confiance et de loyauté. Michel portait son plus beau costume et se tenait avec la fierté particulière d'un homme convaincu d'avoir réussi une situation complexe. Il a accueilli les invités avec chaleur et enthousiasme, jouant le rôle d'un mari dévoué avec une telle conviction que j'ai presque admiré son talent d'interprète. Sylvie arriva avec élégance en retard, habillée d'une manière qui laissait entendre qu'elle comprenait la véritable signification de la soirée, même si elle ne mesurait pas son rôle dans ce qui allait se dérouler. Elle s'effrayait un chemin dans la foule avec l'assurance de quelqu'un qui se croyait maître de ses cartes, acceptant les félicitations pour son partenariat commercial avec Michel et discutant de leur nouveau projet passionnant. La soirée se déroula exactement comme prévu jusqu'au moment où je me levai pour prononcer ce que tout le monde attendait comme un discours sentimental sur la longévité de l'amour et la valeur de l'engagement. Au lieu de cela, j'ai livré un chef-d'œuvre de fureur maîtrisé que je répétais depuis des semaines. Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer ce que je croyais être 42 ans de mariage fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Commençai-je, ma voix résonnant clairement dans la salle plongée dans le silence total. Au lieu de cela, nous sommes ici pour assister à la fin d'une relation qui s'est effondrée lorsque mon mari a décidé que notre compte d'épargne joint était son fonds personnel pour subvenir aux besoins de sa maîtresse, lorsqu'il a décidé que ma maison héritée était un bien commun qu'il pouvait réclamer en cas de divorce que je n'ai jamais accepté, et lorsqu'il a décidé que la femme qui nettoyait notre salle de bain méritait davantage sa loyauté que celle qui soutenait sa carrière et élevait ses enfants. Le silence régnait dans la pièce. Je voyais des visages exprimer le choc, la confusion, et dans certains cas, la prise de conscience naissante qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus grave qu'un drame conjugal. Michel, ai-je continué en me tournant vers mon mari, voudrais-tu expliquer à nos amis et à notre famille comment tu as passé l'année dernière à voler systématiquement nos comptes joints pour financer ta relation avec Sylvie? Ou peut-être préférerais-tu discuter de tes consultations avec des avocats pour réclamer la moitié de la maison de ma grand-mère, la même maison où tu vis gratuitement depuis 20 ans? Le visage de Michel avait changé de couleur à plusieurs reprises, s'installant finalement dans une pâleur grisâtre qui suggérait qu'il commençait à prendre la mesure de son exposition. « Et Sylvie » dis-je en reportant mon attention sur la femme restée figée près de la table des desserts, « pourriez-vous expliquer à tout le monde comment votre déclaration de grossesse visait à contraindre Michel à quitter sa femme, ou dois-je vous expliquer que le véritable père de votre enfant est un homme d'affaires lyonnais que vous faites chanter depuis 6 mois ?» L'explosion de réactions, halètements, conversations choquées, bruit de chaises qui raclaient tandis que les gens se levaient pour mieux voir, créa une symphonie de catastrophes sociales plus satisfaisante que tous les fantasmes de vengeance que j'avais pu imaginer. Mais je n'avais pas terminé. Je veux que tout le monde comprenne ici qu'il ne s'agit pas de la fin d'un mariage. Il s'agit des conséquences qui s'ensuivent lorsque des gens confondent gentillesse et faiblesse, dignité et ignorance, et supposent que l'amour les rend vulnérables à des abus sans fin. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti un dossier contenant des copies de relevés bancaires, de documents juridiques et de photos que Margot m'avait aidé à rassembler. Tout ce que j'ai dit ce soir est documenté et vérifié. Michel a volé près de 30 000 € sur des comptes qui nous appartenaient à tous les deux. Il a consulté des avocats pour réclamer des biens qui n'avaient jamais été légalement siens. Et il a fait tout cela en acceptant mes soins, ma cuisine et mon soutien émotionnel comme si de rien n'était. La salle s'était divisée en groupes distincts. Les membres de ma famille se rassemblaient autour de moi, les amis essayaient de comprendre ce qu'ils entendaient, et un cercle de plus en plus vide s'élargissait autour de Michel et Sylvie, tandis que les gens s'éloignaient instinctivement du centre du scandale. Les documents légaux gelant nos comptes joints et protégeant mes biens hérités ont été déposés il y a 3 semaines, ai-je annoncé.
Michel découvrira lundi matin que son accès aux fonds qu'il pensait pouvoir voler a été définitivement révoqué. Sylvie découvrira que ses accusations de fraude ont été portées auprès des autorités compétentes et que sa pratique consistant à tromper plusieurs hommes à des fins financières a finalement attiré l'attention de la justice. Michel retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ressemblât davantage à un croassement qu'au ton autoritaire qu'il avait utilisé pour planifier ma destruction. « Élise, ce n'est pas comme ça qu'on devrait gérer les affaires privées. Ces gens n'ont pas besoin d'entendre. » « Ces gens, l'interrompis-je, sont les amis et la famille qui se seraient demandé pourquoi notre mariage avait pris fin subitement, à qui on aurait raconté des histoires de séparation ou de désirs différents. Ils méritent de savoir que notre mariage a pris fin parce que tu as choisi de me voler et de me trahir, et non parce que l'amour s'est naturellement estompé avec le temps. La suite fut rapide et décisive. Michel et Sylvie quittèrent la fête séparément, chacun essayant de conserver une once de dignité tout en naviguant dans une foule qui ne prenait plus la peine de cacher son choc et son jugement. Le photographe, qui s'attendait à immortaliser un renouveau amoureux, captura plutôt le moment où une femme de 68 ans reprit son pouvoir et réécrivit la fin de sa propre histoire. Les semaines qui suivirent apportèrent une série de résolutions satisfaisantes. Michel, confronté à des documents juridiques prouvant son vol et sa fraude, accepta un accord de divorce qui le laissait avec un patrimoine minimal et aucun droit sur mes biens hérités. Sylvie, confrontée aux preuves de ses tromperies systématiques envers plusieurs hommes, a quitté Paris et a ensuite été condamnée pour escroquerie à Lyon. Plus important encore, j'ai découvert que reprendre ma vie en main à 68 ans était non seulement possible, mais aussi incroyablement libérateur. La maison que Michel avait prévu de récupérer est devenue le point de départ d'un nouveau chapitre de ma vie, qui comprenait l'hébergement de mes petits-enfants, la création d'une petite entreprise de conseil pour les femmes confrontées à des trahisons similaires, et plus inattendu encore, le développement d'amitié avec des personnes admirant le courage qu'il avait fallu pour refuser d'être victime. L'histoire aurait pu se terminer différemment. J'aurais pu souffrir en silence, accepter un divorce discret et passer le reste de mes jours comme une femme ayant perdu la moitié de tout parce qu'elle avait fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Au lieu de cela, j'ai choisi de riposter avec intelligence, patience et cette réflexion stratégique qui transforme les victimes en gagnantes. 3 mois après la fête, j'ai reçu une lettre de Michel me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour discuter d'une solution. Je lui ai répondu en une seule phrase: « Le temps des discussions a pris fin lorsque vous avez décidé de me voler et de planifier mon remplacement. » 6 mois plus tard, Sylvie m'a contacté par l'intermédiaire d'une connaissance commune, souhaitant expliquer sa version des faits. J'ai décliné l'invitation, mais j'ai envoyé un message par son intermédiaire: « Votre version des faits est consignée au tribunal. Je ne souhaite pas entendre votre version du vol et de la fraude. » 1 an plus tard, j'ai organisé une autre fête dans le même centre communautaire, cette fois pour célébrer mon 69e anniversaire et l'anniversaire de la nuit où j'ai cessé d'être une victime pour devenir une survivante. Parmi les invités figuraient bon nombre des mêmes personnes qui avaient été témoins de l'exposition publique de Michel, ainsi que de nouveaux amis qui me connaissaient comme la femme qui s'était défendue et non comme celle qui avait été trahie. Le changement de perception était profond et instructif. Au lieu de pitié pour ce que j'avais perdu, j'ai reçu de l'admiration pour ce que j'avais protégé. Au lieu de compassion pour avoir été abandonné, j'ai reçu du respect pour avoir refusé d'être victimisé. Au lieu de condoléances pour la fin de mon mariage, j'ai reçu des félicitations pour le début de mon indépendance. La leçon que j'ai apprise à 68 ans est que la dignité n'exige pas le silence, la force n'exige pas l'acceptation des abus, et l'amour n'exige jamais de tolérer la trahison. Parfois, la meilleure chose à faire pour soi-même est de refuser de se laisser amoindrir par les choix d'autrui. Michel, comme je l'ai appris par des connaissances communes, a fini par vivre seul dans un petit appartement, ses relations sociales rompues par ses actes, sa sécurité financière détruite par sa cupidité et ses perspectives d'avenir limitées par sa réputation. Sylvie a dû faire face à des conséquences juridiques qui l'ont suivie jusqu'à Lyon et au-delà, ses ruses la rattrapant finalement, rendant impossible la poursuite de ses projets. De mon côté, j'ai découvert que prendre un nouveau départ à 68 ans était non seulement possible, mais aussi extraordinairement gratifiant. La maison de ma grand-mère est devenue un lieu où je recevais de nouveaux amis, organisais des réunions de famille authentiques plutôt que théâtrales, et construisais une vie qui m'appartenait entièrement.
Le lendemain de ma fête de vengeance, je me suis réveillé dans le même lit où j'avais passé des mois à écouter Michel planifier ma destruction. Mais tout semblait différent. L'air semblait plus pur, la lumière plus vive, surtout, l'avenir semblait être quelque chose que je pouvais contrôler plutôt que quelque chose qui allait m'arriver. C'est là que j'ai compris la véritable victoire. Ce n'était pas seulement d'avoir démasqué les manigances de Michel et Sylvie, protégé mes biens ou préservé ma dignité dans une situation impossible. C'était d'avoir redécouvert mon propre pouvoir à un âge où la société attend des femmes qu'elles acceptent l'abaissement avec grâce. La vengeance était satisfaisante, mais la reconquête a changé ma vie. Et c'était là, j'ai réalisé, le cadeau que la trahison m'avait accidentellement offert, la chance de découvrir qui je pouvais devenir en cessant d'être celle que les autres attendaient de moi. Parfois, la pire chose qui puisse arriver est aussi le début de la meilleure. Il suffit d'avoir le courage de se battre pour l'obtenir.